Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Nun Vav dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons ce ligne à la fin du Daf Kuf Nun He Amar Amemar. Amemar dit au sujet encore une fois de celui qui n'a pas encore 18 ans. Est-ce qu'il peut vendre les biens qu'il a hérité de son père? On a vu non. Est-ce qu'il peut témoigner sur ce genre de biens si c'est des biens immobiliers? Non plus. Il dit matnato matana. Nous dit Amemar, même s'il ne peut pas vendre avant 18 ans les biens qu'il a hérité de son père, il peut les céder, il peut les donner. Alors, Ravashi ici ne comprend pas. Il objecte. Amalé Ravashi Amemar, attends. Ashta, si déjà, Umas vine dem kabel zouzé amart delo, si déjà vendre, on n'accepte pas qu'il vende, alors qu'il reçoit de l'argent. Et pourquoi on n'accepte pas sa vente, même s'il reçoit de l'argent? Dilma mozil ou masvin, on a peur en fait qu'il fasse baisser la valeur, qu'ils ne connaissent pas la valeur des biens, et donc qu'ils vendent à perte, kol sheken matana, delomatele velomide, a fortiori lorsqu'il cède et qu'il ne prend pas d'argent. Donc ici, la question de Ravashi est basée sur l'hypothèse de base qui veut que la raison pour laquelle on n'accepte pas la vente d'un mineur de moins de 18 ans des biens qu'il a hérité de son père, c'est parce que contrairement aux biens mobiliers où un jeune peut connaître le prix d'une paire de baskets ou d'un objet ou de quelconque, le prix d'un bien immobilier, il peut se tromper. Comme il peut se tromper, il risque de perdre de l'argent et de perdre l'héritage de son père. Donc ça, c'est la raison de base. Si c'est ça qui fait qu'on ne laisse pas vendre, dit Ravashi, a fortiori, lorsqu'il ne prend pas d'argent et qu'on a une encore plus forte présomption que l'enfant est en train de courir à la perte de l'héritage de son père. À Marley, à ce moment-là, Mema répond, il dit, mais toi, tu crois que ta logique est bonne? Ou t'armé, et selon ta logique, Zaben Shaveh Khamsha Beshita, dans le cas où il fait une bonne vente, il vend un bien qui vaut 5, il le vend 6. Donc non seulement il connaît la valeur, mais il la connaît assez bien pour faire une bonne affaire. Chinemi Desvine, selon toi, la vente serait bonne? Or c'est faux. Donc ce que répond Mema, c'est que Ravashi s'est trompé sur la raison pour laquelle on ne laisse pas un jeune vendre les biens de son père. C'est pas parce qu'on pense qu'il ne connaît pas la vraie valeur et qu'il risque de le vendre trop peu cher et d'être perdant, c'est pas pour cela. Pourquoi? Parce que si c'était cela, dans le cas où il vend au bon prix, voire à un prix où il est gagnant, on devrait valider la vente à moins de 18 ans, or ce n'est pas le cas. Et là, donc Amemar corrige la logique de cette halakha, qui me les rabbanan chachamim savent, dinuka mekar vada'ate gabezouzé, qu'un jeune, d'ici Inuka c'est un enfant, mais en fait c'est un jeune à moins de 18 ans, il a une attirance particulière, il a un faible pour l'argent, mais l'argent liquide, disponible. Et si tu le laisses vendre, quel que soit le prix, Zimdi démarqué chez les ouzés, on a peur que l'acheteur lui fasse miroiter comme ça des beaux billets tout frais, Azil nous abène les coulonir cédés à bois, et on a peur qu'il vende tous les biens de son père. Donc en fait, c'est pas une question de valeur et de perte au niveau de la vente, c'est on a peur que l'enfant préfère recevoir tout de suite des liquidités pour pouvoir avoir la belle vie, plutôt que de garder des biens immobiliers qui peuvent durer dans le temps. Aval Gabem Matana, il a avalé Ana Aminé, et donc du coup c'est l'inverse. Quand il donne un terrain, puisque ici il n'y a pas eu la part de la liquidité, s'il donne, c'est forcément que de l'autre côté, il a estimé et jaugé les bienfaits qu'on lui a fait ou qu'on va lui faire. Le Havaya Ivle Matana, il n'aurait pas donné s'il n'avait pas un avantage. Et donc, à moi, on dit à ce moment-là, TV Matnato Matana, Vele Avidou Lehu Mile. À ce moment-là, on laisse la chose se faire, c'est-à-dire qu'on le laisse donner et que les gens lui rendent le service qu'il espère avoir en faisant cette Matana. Donc, en fait, encore une fois, selon Amemar et l'Agmara, dire à la fin du DAF que la lacha est comme Amemar, non pas comme Ravashi. Donc, effectivement, on part du principe que ce qui fait que la vente d'un jeune de moins de 18 ans n'est pas bonne pour un bien immobilier, c'est le fait que l'argent liquide peut lui faire tourner la tête. À partir du moment où il n'y a pas justement d'argent, que c'était un don, on estime qu'il a toute sa tête pour estimer qu'il a tout intérêt à donner ce terrain, puisqu'on lui a donné ou puisqu'en contrepartie, on lui donnera. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, ici on cite Shmuel, Botkin. Maintenant, lorsqu'on a un garçon ou une fille de 12-13 ans, il y a des halachot, par exemple pour la tfila, pour plein de choses, très souvent, on part du principe qu'à 13 ans, le garçon est majeur. 13 ans et un jour, il est majeur. La fille, 12 ans et un jour. Mais il y a des halachot qui sont des halachot qui reposent sur des interdits de la Torah. C'est-à-dire qu'il est interdit de le faire lorsqu'il est mineur et c'est très grave de le faire s'il est mineur. Et donc, du coup, dans ces cas-là,
on n'est pas sommaire, on ne se base pas sur ce qu'on appelle cette chazaka des rava, on se base sur une vérification. Donc ici, pour un garçon, pour une fille, il y a certains cas, certaines halachot, où on sera contraint d'aller vérifier physiquement si dans les parties inférieures, le garçon et la fille ont bien la pilosité qui montre que la puberté a commencé, qu'on a ici à faire à un adulte. Bodkin, on vérifie. Les kiddushin pour le mariage. Les girushin pour le divorce. La khalitsa, lorsqu'on a une khalitsa, c'est-à-dire que l'on a un garçon qui doit épouser l'ex-femme de son frère décédé sans enfant et qu'ils ne veulent pas, ils se séparer pour faire cette khalitsa-là qu'elle soit valable, il faut aussi qu'il soit adulte. Ve'ul mi'unim, et pour ce qu'on appelle ici mi'un, c'est une jeune fille qui a été mariée par sa mère ou par son frère lorsqu'elle était mineure, parce qu'elle n'avait pas de père. Lorsque le père marie sa fille, ça marche minatora. Lorsque c'est la mère ou le frère qui marie, ça ne marche pas minatora, mais que midera banane. Et à 12 ans, lorsqu'elle est majeure, elle a le droit de refuser. Là aussi, pour que son refus ait une valeur, il faut qu'elle soit majeure. Le fait de voir qu'elle a 12 ans un jour n'est pas suffisant, de peur qu'elle ne soit pas encore mûre physiquement. Venim kor benir se aviv, et pour vendre les biens de son père, Hachi ben Esrim, il faut l'âge de 20 ans. Donc on nous explique ici qu'il faut vérifier la pilosité pour les halachot qu'on a cité, et 20 ans pour la vente des biens de son père. La Gemara dit, Vekevan debat kanal et kiddushin. La girushin, la mali. La Gemara pose une question. En général, il n'y a pas de divorce sans mariage. Et si on a déjà vérifié au mariage qu'ils étaient majeurs, à quoi ça sert de vérifier au moment du divorce qu'ils le soient également? La Gemara dit, Lo nitzrecha, et là les yiboum. La Gemara dit, non, on a besoin. Pourquoi? Pour yiboum. Dans le cas où il y a yiboum, un homme peut se marier avec une femme à moins de 13 ans, dans le cas où il a fait yiboum ditna, c'est une Mishnah. Mete shashanim veyom echad sheba libimto kena'a. Le frère qui fait la mise de yiboum avec l'ex-femme de son frère alors qu'il n'a que 9 ans, yakinya, c'est-à-dire que c'est bien sa femme. Pourquoi? Parce que dans le yiboum, on ne demande pas des kiddushin, on demande une relation, et à partir de 9 ans, la relation d'un garçon de 9 ans est considérée comme une relation normale. Mais il ne peut pas donner un get avant de grandir. Donc voilà le cas. Pourquoi on a besoin de vérifier parfois pour les girushin, pour le get, dans le cas où le mariage ne s'est pas fait normalement, c'est-à-dire qu'il y a eu en fait un yiboum qui s'est fait à l'âge de 9 ans et l'enfant doit attendre 13 ans avant de divorcer. Khalitsa, alors pourquoi on nous dit qu'on vérifie pour la Khalitsa, hein? C'est pour s'opposer à la vie de Rabbi Yossi. La Pouké mi de Rabbi Yossi, pourquoi? D'Amar Rabbi Yossi, Ish Katou Paracha. Au sujet de la Khalitsa, c'est marqué que Ish, un homme qui ne veut pas justement épouser la femme de son frère, fera Khalitsa. Avalisha ben Gdola ben Ktana. Mais là-bas, comme c'est marqué pour l'homme, Rabbi Yossi pense que la femme, peut-être, elle est majeure ou mineure, c'est pareil, on peut lui faire Khalitsa. Kamash Malan, cet enseignement qu'on vient de citer, que des Makshinan, Isha le Ish, qu'au contraire, on met la femme et l'homme sur le même plan, et que de la même manière que l'homme doit être majeur, la fille également, ou des lots qui est Rabbi Yossi, et pas comme Rabbi Yossi. Ulmi Unin, on a dit une fille qui a été mariée par sa mère ou par son frère, qui veut refuser, doit attendre d'être majeure, et on vérifie là aussi les simanim. Pourquoi on dit ça? La Pouké mi de Rabbi Yehuda, c'est pour exclure la vie de Rabbi Yehuda d'Amar, Ad Shirbe Ashachor. Lui estime que c'est un autre signe de puberté qui va déterminer l'âge auquel on peut lui permettre d'annuler rétroactivement ce mariage. C'est Ad Shirbe Ashachor jusqu'à ce que la pilosité soit telle qu'il y a plus de pilosité, de parties couvertes que de parties découvertes dans cet endroit. Kamash Malan ne contient pas justement des lots qui Rabbi Yehuda, ne contient pas comme Rabbi Yehuda. Quand on a dit que c'était 20 ans, Venim Kor Benir Serviv Hache et Yé Ben Esrim, chose qu'il est 20 ans, la Pouké Mi Baneama, c'est pour exclure la vie qu'on avait vue hier, qui disait que c'était Ben Shmonia Esreshana, que c'était 18 ans. Donc on a ici des halachot dans lesquels on nous dit qu'on vérifie la pilosité des enfants. Au passage, on apprend qu'on le fait pour les kiddushin. Pour le get, si au préalable le mariage est fait par Yiboum. Khalitsa, ça nous apprend que à la fois le garçon et la fille de tête majeure et pas comme Rabbi aussi. Et on a vu également qu'on ne tenait pas comme Rabbi Yehuda, qui pensait que pour le mi-un, pour refuser, il fallait qu'elle ait une pilosité très avancée. Nous, on pense simplement que 2 poils suffisent. Et on a dit, pour vendre les biens de son père, il faut avoir l'âge de 20 ans et non pas 18 ans. Ve'i cheta, et la lacha e. Torzman kilif nezman, dans le sujet d'hier, on avait vu, est-ce que quand on parle de 20 ans, est-ce que la 20e année est incluse dans les années adultes, ou la 20e année c'est avant 20 ans? Est-ce que c'est 20 ans en gros révolu ou pas? Torzman kilif nezman. La 20e année elle est comme avant, c'est-à-dire que c'est 20 ans révolus. Il faut vraiment avoir 20 ans révolus.
Ve'ilcheta ke Gidal bar Menashe. La lacha est comme Gidal bar Menashe, qui avait dit hier que si on a un enfant qui connaît bien le commerce, on peut même avancer l'âge. On avait vu une fille de 14 ans qui connaît bien. Est-ce que sa vente est bonne? On avait dit que oui. Ilcheta ke Marzoutra. Et la lacha, elle est comme Marzoutra, qu'un enfant peut témoigner sur des biens immobiliers au tribunal lorsqu'il est adulte, mais avant ses 18 ou ses 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il peut les vendre. Mais par contre, les biens immobiliers qu'il ne peut pas vendre lui-même, il ne peut pas non plus témoigner à ce sujet. Ve'ilcheta ke Amemar. Et la lacha, elle est comme Amemar, que on peut donner. Donc même s'il n'a pas 20 ans, qu'il ne peut pas vendre, il peut donner. C'est ce qu'on a vu au début du DAF. Ve'ilcheta ke Nachman Amar Shmuel Bekulhu. Et la lacha comme Nachman Amar Shmuel dans tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on est bodek pour les kiddushin, les giroshin, et on a vu que la khalitsa, il fallait que le garçon et la fille soient adultes, pas comme Rabbi aussi, et que pour le mi'oun, il fallait que les deux poils n'ont pas forcément une pilosité avancée, donc pas comme Rabbi Yehuda. Nouvelle Mishnah, Amchalek nechasav alpiv, celui qui à l'oral donne ses biens. Rabbi Lazar Omer, Echad bariv, Echad mesukan, ici Rabbi Lazar, certains il y en a qui disent que c'est Rabbi Eliezer plutôt, Rabbi Eliezer ou Rabbi Lazar dit que ça ne marche pas. Echad bariv, Echad mesukan, qu'il soit en bonne santé, ou qu'il soit en danger, Nechassim she'eshlem achariyut. Si ce sont des biens immobiliers, Niknin bekesef beshtar ou bechazaka, il faut les faire acquérir à la personne avec de l'argent, kesef, shtar avec un document, ou avec hazaka avec un acte physique qui permet de montrer que la propriété a changé. She'elem achariyut, si par contre on parle de biens, d'objets immobiliers, en niknin et la bemeshicha, la seule manière de les faire acquérir, c'est meshicha, avec le fait que la personne tire l'objet ou le soulève. En gros, Rabbi Eliezer ou Rabbi Lazar qui est cité ici dans la Mishnah n'a pas l'air d'être d'accord avec cette takana du Shrimera qui fait que, on a dit jusqu'à présent qu'à l'oral on pouvait finalement tout donner lorsque la personne était craignant de mourir. Kufnunva, donc on retourne, on est à Moudbet, Kufnunva, on continue la Mishnah, Roulo, Chachamim qui pense que ça marche, lui ont dit attends, Maaseh Beiman Shebnei Rochel, il y a une histoire. Nous on n'est pas d'accord avec toi, mais on a en plus une preuve, c'est l'histoire de la mère des enfants d'un type qui s'appelait Rochel. Shaita Chola ve Amra, qui était malade et qui a dit Tenu kebenati lebiti. Donnez mon bijou, ce qu'on appelle kebenati, donnez-le à ma fille. On a vu cette histoire il y a quelques jours. Vehi bishnim arsa mané, et ce bijou-là vaut 12 manées, donc 12 000 zouz. Vameta, elle est morte, vekimu et devaria, et on a accompli sa parole. Or, il n'y a pas eu de document, il n'y a pas eu de meshicha, elle n'a pas fait acquérir le bien à sa fille. Réponse de Rabbi Lazar. Amalahen, il leur dit Bene Rochel, les fils de Rochel, Tikberem Iman, que leur mère les enterre. C'est-à-dire qu'ils meurent avant leur mère. Bon, là, c'est pas le cas, a priori, elle est déjà morte. Mais c'est une malédiction. Et la Gemara essaiera de comprendre pourquoi Rabbi Lazar a maudit les fameux Bene Rochel. En tout cas, justement, on a vu qu'on a Machloket Rabbi Lazar Chachamim. Est-ce que cette takana de Shrimera, cette takana qu'on a vu de faire en sorte que le Shrimera, celui qui est mourant, qui met soukan, ait la possibilité de donner à l'oral et sans passer par les modes d'acquisition classiques, Rabbi Lazar n'est pas d'accord, Chachamim, oui, et là, ici on a une braïta qui a l'air justement de confirmer ce que dit Rabbi Lazar. Tanya, Amalaem, Rabbi Lazar, Chachamim, Rabbi Lazar, dit Chachamim, Aseh Bemroni, Echad, chez Rabbi Shlomo, il y a une histoire avec un Méroni, quelqu'un qui venait de Méron, et qui disent Mérodi, en tout cas, qui était à Jérusalem. Et il avait beaucoup de biens à donner. Il a voulu donner, mais à plusieurs personnes. Amroulo, ils lui ont dit En lahem takana ad sheyakne al gav karka. Il n'y a pas d'autre solution si tu veux donner tes biens à des personnes. Il faut que tu leur fasses acquérir un morceau de terrain et que à Gav, en même temps qu'ils acquièrent le terrain, ils acquièrent les objets puisque tu n'as pas la possibilité de leur faire acquérir physiquement. Ad sheyakne al gav karka. Alar velakar betsela. Il est parti prendre un terrain qui disait un betsela. Et Khatsamor Yerushalayim qui était proche de Jérusalem. Et Amar il a dit Tzvoni, les ploni, Ve'imome Atson, ou Me'achaviot. La partie nord du terrain, elle appartient à telle personne. Et avec ça, je lui donne 100 pièces de bétail et 100 tonneaux de vin. Udromo et le sud, les ploni, Ve'imome Atson, ou Me'achaviot, ainsi de suite. Le sud, l'est et l'ouest, ainsi de suite. Vamet, et il est mort. Ve'kimu Chachamim et Devarav. Et Chachamim ont justement confirmer ce qu'il a donné. Mais on voit ici en tout cas qu'on lui a demandé de faire un kinyan. Donc ça c'est la preuve que Rabbi Lazar donne à Chachamim en disant tu vois bien,
que ce bonhomme-là, on ne lui a pas laissé faire autre chose que faire un kinyan. On ne lui a pas dit, il suffit que tu t'exprimes devant deux témoins. Et matin, Shrimera, ça marche à l'oral. L'Agmadi Amroulo, Misham Raya, il lui a répondu, c'est pas une preuve. Meroni, Bari Haya. Ce Meroni là-bas était en bonne santé. Et donc, du coup, là-bas, bon, au passage, on n'apprend pas du coup grand-chose de cette histoire, mais en tout cas, selon Chachamim, c'était pas quelqu'un qui était en danger, donc ça ne rentre pas dans le sujet en question. Amalahen, Ben Rochet Tikberem Iman, rappelez-vous que dans la Mishnah, lorsque Chachamim ont apporté l'histoire des fils de Rochel, Rabbi Lazar a répondu, cela qu'il meurt. Maïtama Kalaet Lehu. Donc déjà la réponse de Rabbi Lazar, ça veut dire en gros, c'est pas des gens qui se comportent bien, c'est des Réchaïm, donc on ne peut pas prendre exemple de ce qu'ils ont fait. Mais au-delà de ça, la Gemara dit Maïtama Kalaet Lehu. Pourquoi il les a maudits? Amar Rav Yuda Mar Shmuel, la Gemara répond Shmuel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient Mekaime Kotsim Bekerem Hayou. Ils gardaient, ils faisaient pousser ce qu'on appelle des kotsim, donc des épines, dans Kerem, dans la vigne. Et Rabbi Lazar Rabbi Lazar, ou Rabbi Lazar, encore une fois selon les Gersaot, a un avis personnel sur la question. Dites Nantin Mishnah, Kaim Kotsim Bakerem, celui qui laisse pousser des kotsim, des épines au milieu de sa vigne, Rabbi Elazar Omer, Kadash. Selon Rabbi Lazar, il a été Kidesh, c'est-à-dire qu'il a rendu son terrain, qu'il est à Kerem. On n'a pas le droit de laisser la vigne se mélanger avec d'autres espèces végétales, mais des espèces végétales qui se gardent. Là, ici, selon Rabbi Lazar, c'est ça le chidouche, même si les épines ne sont pas en général des ronces et des épines ne sont pas des choses que l'on garde, lui, il estime que si ces choses-là ont poussé au milieu du Kerem et qu'il les a laissées, le terrain est devenu kilaïm, un mélange de végétaux interdits. Chachamim omrim, Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent Lokadash est là, Devash Kamahu, Mekaimin. Selon Chachamim, on ne peut pas rendre le terrain kilaïm interdit, si ce n'est si la chose qui a poussé est quelque chose que l'on garde comme de manière équivalente ailleurs. La Gemara dit, alors effectivement, Chachamim je les comprends, mais Rabbi Lazar, Bish la makar kom hazé, ici il y a du curcumin qui a poussé en plein milieu de ma vigne, je peux comprendre. Comme le curcumin est en général gardé par les gens, ça a une valeur, je peux comprendre qu'ici j'ai deux espèces qui poussent. Mais les ronces, les épines, personne ne les utilise. Et là, continue le maïchazé, à quoi ça sert? Amar Rafrinena, Rabbi dit Maïta Amad Rabbi Lazar. Pourquoi Rabbi Lazar dit ça? Chez Ken Be'arvia, Mekemin Kotzim Basadot, Ligmalim. Parce que dans les pays arabes, dans certains pays arabes, on garde ces épines-là, ces ronces, pour donner à manger au chameau. Le chidouche de Rabbi Lazar, qu'on utilise très souvent dans la lacha, pour parfois tenir compte d'un minag minoritaire, c'est que même si chez nous personne ne le fait, s'il y a un endroit dans le monde où c'est majoritaire, on peut considérer sur un certain point que ce n'est pas finalement quelque chose de négligeable. Et donc dans ce pays-là, c'est une habitude. Donc selon lui, partout, quand on laisse pousser les kotim, c'est qu'il est à Kerem. Donc c'est pour ça qu'il a dit que les fils de Rochel, c'était des Rechaim. Amar Rabbi Levi Konin, Kinyan Mishrimera, Afilo Beshabbat. Maintenant on dit Rabbi Levi que si on a un Shrimera qui veut nous faire un Kinyan et qu'on est Shabbat, on ne fait pas de Kinyan pendant Shabbat, on le fait. Vélo la rouche, les livrets Rabbi Lazar. Et c'est pas parce qu'on craint ce que dit Rabbi Lazar, c'est-à-dire que sans Kinyan ça ne marche pas. Pas du tout. Et là, Shema trouve d'Arato à lave. Encore une fois, c'est de peur que le mourant, ayant peur que ça ne marche pas sans faire un Kinyan, on a peur que la contrariété de lui dire je suis désolé, on ne peut pas faire un Kinyan, c'est Shabbat, la contrariété le tue. Et donc, pour ne pas le contrarier, on accepte de faire un Kinyan pour qu'il donne à ses enfants même pendant Shabbat. Nouvelle Mishnah Rabbi Elazar Omer Beshabbat Dvarav Kayemim Mipnei she'en yachol lichtov Aval bechol Avalo bechol. Maintenant ici on voit que selon ce même avis-là qui disait que justement c'est pas évident que ça fonctionne la parole pour le Shrimera, ici Rabbi Elazar vient nous dire que pendant Shabbat Dvarav Kayemim ça fonctionne. Pourquoi? Mipnei she'en yachol lichtov, parce qu'on ne peut pas écrire. Donc quand on ne peut pas écrire un document, Chachami aurait fait une takana qu'à l'oral ça marche. Même si on dit que la semaine ça ne marche pas, le Shabbat, ça devrait marcher parce qu'on ne peut pas le faire. Rabbi Yoshua n'est pas d'accord, il dit l'inverse. Rabbi Yoshua, mais Shabbat, si ça marche pendant Shabbat, Kal vachomer bechol. Si Shabbat, ça marche à l'oral, alors que si on avait un papier, on ne pourrait pas écrire dessus. A fortiori, le Shabbat, on peut écrire. Kayotsebo, dans le même genre, Zachin le katan, Ve'en Zachin la gadol. Ici, quand on a un bien qu'on veut faire acquérir à un katan, est-ce qu'on peut lui faire acquérir sans son accord? Alors, il dit que c'est Rabbi Elazar pense qu'un katan, comme il ne peut pas donner son avis,
on peut lui faire acquérir sans lui demander son avis. Mais par contre, le gadol, l'adulte, comme l'adulte a un avis personnel, on ne peut pas lui faire acquérir sans qu'il soit présent. Ça sera Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit exactement l'inverse. Les katan amrou, non, si ça marche pour un katan qui n'a pas de da'at, kal vachomer, la gadol, la forcerie pour l'adulte. Encore une fois, ici, la discussion, ça va être, est-ce que on la retrouve pour le katan, le gadol, et à la fois pour ici, la takana de shrimera pendant Shabbat ou pas Shabbat, est-ce que finalement, on ne permet de faire quelque chose que dans la situation où il n'y a pas de possibilité. Comme on ne peut pas écrire Shabbat, on a le droit de faire une matana à l'oral. Comme on ne peut pas demander l'avis à un mineur, on a le droit de ne pas lui demander son avis, de décider à sa place. Mais par contre, la semaine, on ne pourrait pas. Et par contre, un adulte, on ne pourrait pas. Ou au contraire, c'est plus facile de faire quelque chose si la possibilité existe. Et donc à ce moment-là, la logique inverse serait de dire quoi? C'est qu'à la limite, c'est plus facile de faire une acquisition à l'oral la semaine, puisque on peut au moins écrire. Et comme théoriquement on peut écrire, c'est plus facile de faire une acquisition à l'oral. En gros, est-ce que l'acquisition à l'oral est un remplacement de quelque chose qui n'existe pas, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient compléter? On verra exactement ce sujet-là demain dans la suite du DAF.